Les défis, il y en a pas mal. Le premier, ça c'est clair, c'est le financement. D'abord. Parce que c'est avec, en fait, je dirais que je me suis lancée avec des petites économies, en fait. Bon, pour la petite histoire, je suis, ou encore j'étais à la base pendant 3 ans enseignante en chimie, parce que je suis licenciée de l'UNIKIN. J'ai fait la chimie agroalimentaire. Et arrivé à la dernière année, nos professeurs avaient l'habitude de nous motiver à la création. Il faut créer, il faut créer, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas croiser les bras. J'ai l'honneur, c'est pas mal non plus, mais il faut vraiment créer, et surtout que vous êtes dans un domaine agroalimentaire, il y a pas mal de matières premières, alors il faut se lancer. Et c'est là que j'ai eu vraiment cette idée de me lancer. Mais j'étais d'abord enseignante et je germais petit à petit cette idée, tout en économisant, voilà. Donc pour dire vrai, j'étais en train de rassembler vraiment des tout petits fonds pour me lancer, parce qu'il faut du matériel, il faut de l'argent dans toutes les étapes, dans tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Alors, voilà. Donc, c'est avec mes petits fonds. Et à part le financement, je ne sais pas s'il y a des images. Le produit en soi se présente dans des bouteilles de 33 centilitres en verre. Alors, qui dit verre? Oui. Alors, derrière ça, en fait, il y a le choix n'est pas au hasard, c'est pas aléatoire. Parce que déjà, avec le verre, on sait facilement conserver le jus naturel. C'est vrai, je suis chimiste de formation, je sais très bien quel conservateur il faut mettre pour conserver le produit, mais je préfère faire du naturel. Je préfère essayer d'habituer les personnes à consommer bio, à consommer naturel. Voilà pourquoi je ne mets pas de conservateur. Et pour cela, il faudra un emballage qui permettra la durée de conservation assez longue dans le verre. Alors, pour cela, il faut pas mal d'argent parce qu'ici sur place, ce n'est pas possible, donc ça vient de l'extérieur et tout. Et il faut payer les infographes, etc. Donc, bon, malgré tout cela, il y a aussi le facteur prix, parce que c'est quand même élevé. Le produit en soi aussi artisanal. C'est fait à la main, du découpage du fruit, de l'ananas jusqu'à l'étiquetage. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que le prix soit élevé. Et c'est vrai que sur le marché, il y a un peu des personnes un peu sont en train de se plaindre, mais il y a pas mal de travail là derrière. Mais malgré cela, je ne baisse pas les bras, je continue. Je reste confiante parce qu'aujourd'hui, si nous avons par exemple des emballages ici, ça baisserait peut-être le prix. Parce que l'idéal serait que le naturel puisse être quand même abordable à tout le monde. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de défis. Je parlerai encore même des... Tout à fait d'accord avec Madame Kissia. L'accès à l'information, c'est réellement une richesse pour quiconque veut réussir en entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que l'ancienne OPEC, devenue ANADEC aujourd'hui, a 2 principales missions qui sont justement l'information et la formation. Donc, les informations, il faut les rechercher. Nous avons souvent l'habitude de dire aux entrepreneurs que vous n'avez pas le droit de dormir. Vous n'avez pas le droit seulement d'attendre que les informations viennent vers vous. Vous devez rechercher de façon continue des informations. Entre autres, même chez nous, à l'ANADEC, nous avons toute une direction que nous appelons direction de statistique qui a, entre autres, comme attribution la mise à disposition des informations sur les opportunités d'affaires. Nous faisons des études générales et sectorielles. Donc, on essaye de mettre même les opportunités d'affaires, les portefeuilles des projets. Il y a beaucoup d'informations et nous avons même un site web que je n'ai peut-être pas, mon collègue pourra me compléter même après, je n'ai pas l'adresse, mais nous avons même un site web dans lequel... Vous avez dit voilà. Anadec.cd
accéder, où vous pouvez aussi vous ressourcer en termes de recherche d'informations. Au-delà de ça... de l'ANEDEC pour avoir... non. Il faut payer, ou bien quelqu'un du coin de l'avenue qui peut venir me dire, bon, avant, vous connaissez, il faut donner 500 francs, donc il n'y a pas de frais, non? Non, nous sommes l'État, l'État nous paye. C'est une agence qui est là pour développer l'entrepreneuriat. Et l'État va se retrouver, une fois que l'entrepreneuriat est développé au pays, à travers la résorption du chômage, la création d'emplois, l'élargissement de l'assiette fiscale. En fait, sur le coup, vous n'aurez rien à payer, mais l'État pourra se retrouver une fois que vous aurez réussi dans votre parcours entrepreneurial. J'aurais voulu peut-être compléter sur ce que mesdames les entrepreneurs ont dit au sujet des défis. Il est vrai qu'elles sont des personnes de terrain, elles rencontrent réellement des défis, elles en ont fait mention, et là elles ont plus parlé des défis qui sont, je dirais, endogènes, qui sont inhérentes à l'entrepreneur. Mais au-delà des défis qui concernent la personne de l'entrepreneur, il y a aussi beaucoup d'autres défis dans l'écosystème entrepreneurial, des défis exogènes qui sont des véritables pesanteurs à l'épanouissement de l'entrepreneuriat congolais. Entre autres, il y a par exemple le climat des affaires. Il y a certainement beaucoup d'améliorations. L'État fait des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il reste à faire. Et aussi, le manque, comment je peux le dire, le non-accès au marché. Parce que justement, la plupart d'entrepreneurs congolais surtout font de l'entrepreneuriat, comme Madame l'a dit, de subsistance. Ils n'ont aucun esprit de croissance. Ils font de l'entrepreneuriat en attendant. Ils se lancent dans des secteurs sans même avoir étudié au préalable le marché. Si bien que l'entrepreneuriat local existe certainement, mais c'est tellement insignifiant, si je peux le dire, comparativement à l'entrepreneuriat toujours local, mais qui est entre les mains des étrangers. Les entreprises étrangères raflent pratiquement tous les marchés, privés, publics, partout. L'entrepreneur congolais n'a pas même de culture entrepreneuriale. Ils sont un peu confondus avec des ONG, des ASBEL. Ils aiment se cacher dans l'informel. Donc il y a beaucoup de tares auxquels les entrepreneurs congolais font face et qui nécessitent vraiment notre apport. Et d'ailleurs, ça a été tellement bien noté dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat, le PRONADEC, qui a essayé de résumer ces défis en 3C. Il y a la difficulté d'accès au crédit, le financement, que les entrepreneurs aiment beaucoup. Il y a aussi la difficulté d'accès aux contrats, donc les marchés. Et il y a aussi la faible capacitation, les capacités en gestion, en management des entrepreneurs. Et les 3C, contrats, crédit et capacitation, sont assis sur le climat des affaires. C'est de façon un peu plus structurée. C'est de cette façon que l'État congolais a essayé de brosser les difficultés de l'entrepreneuriat local. Voilà. Mais bon, je crois dire qu'on parle d'entrepreneuriat, on parle ici et d'ailleurs, et que j'ai assisté à un débat super intéressant sur l'entrepreneuriat. Et c'est incroyable le nombre de fois que j'entends parler d'entrepreneuriat autour de moi. Le long de la journée, dans la semaine, c'est vraiment le sujet du jour. Est-ce quelque chose à réellement encourager, parce que je crois que ça
ça peut réellement changer la donne dans ce monde en fait, parce que nous sommes la génération, en fait, les gens n'attendent pas, on arrête d'attendre du système. Je crois qu'on a eu une époque où les gens attendu que le système les accompagne pour se réaliser, pour réaliser les choses, et que finalement, on sent à l'évidence, ça ne va pas se faire. Et que s'il faut trouver des solutions, il faut les trouver tout seul. Alors le mot entrepreneuriat, c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui, mais c'est un mot lorsque j'avais 18 ans qui n'existait pas. Lorsque j'étais à l'université, je ne pensais pas au mot entrepreneur. En fait, je pense, voilà, je voulais, comme tout le monde de mon âge, aller étudier à l'étranger dans une grande université. Et puis après l'université à l'étranger, j'espérais revenir en RDC, faire comme mon père, trouver un job dans une bonne compagnie et de commencer ma carrière et ainsi de suite. Et puis j'ai eu la chance en fait que plutôt lorsque je vais revenir, on parlait avec mes parents, ils me disent c'est juste un petit papier de pillage et autres. Et on me dit revenir là, écoute, je ne pense pas que c'est vraiment le moment. Et puis bon voilà, j'ai commencé à coiffer mes amis au campus et autres, on connaît partenariat, donc avec des amis à l'Université de l'Afrique du Sud, on a créé un salon de coiffure, ça s'appelait Ebony et Salon. C'est le genre d'histoire complète. C'est exactement ce que vous entendez. Vous êtes ennuyé, là. Il faudra quand même m'orienter pour que... Non, en fait, l'idée c'est que, bon, on parle d'entrepreneuriat et c'est vrai qu'il y a une vision utopique du concept en silence, sans toutefois comprendre est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut attendre. Et tout à l'heure, on a parlé des défis, mais aussi des modèles de réussite. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien entendre aussi. Donc, moi, je crois que quand on entend M. Yab, il y a des personnes qui se font une idée, mais on a entendu Tissiamou qu'on a déjà parlé des challenges, on a entendu Mme Dalissa qui a parlé des challenges, mais parlez-nous aussi de l'histoire de succès qui se cache derrière l'entrepreneuriat. Beaucoup de nuances. Non mais en fait c'est un petit peu ça, quoi. Ça veut dire, pour parler que de mon histoire, parce que je vais peut-être utiliser la mienne pour illustrer, ok, pour parler de mon cas en fait. Et un entrepreneur qui parle de lui-même ne parle pas de lui en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneur, il fait ce qu'il a à faire en fait. L'entrepreneur, c'est que voilà, il y a une réalité, il y a réellement, je vais le dire de façon simple, on pense qu'il y a moyen de réaliser quelque chose et que visiblement personne autour de soi ne le conçoit comme on le voit. Et puis on essaye, et puis on le fait quand même, et puis ça ne marche pas, et puis rien ne marche, les gens n'y croient pas, et puis on le fait quand même. Et voilà, on se trouve dans un système où on a ce rêve-là, on commence à encourager tout le monde autour de soi de vous accompagner. Lorsqu'on a de la chance, ça marche une fois, et puis ça marche deux fois, et puis un jour, voilà, on le fait. L'entrepreneur ne le fait pas parce que c'est sexy d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en effet, je disais quand j'avais 18 ans, ça n'existait pas, donc je suis tombé dedans. Je savais que je ne voulais pas travailler pour les gens parce que je suis un peu rebelle et dans un système trop longtemps ne m'arrangeait pas. J'ai quand même eu la sagesse, je demande à beaucoup de jeunes de peut-être le faire, j'ai quand même eu la sagesse dans les premières années d'aller apprendre, ça veut dire être patient, et de travailler dans les compagnies. En fait, j'ai appris des bases qui m'ont beaucoup accompagné parce que lorsque j'ai commencé à travailler avec moi-même, ça a été un petit peu le socle qui me guidait sur au moins une sorte de cadre, de framework, ce qui était faisable. Donc le fait d'apprendre est important. Et ensuite, voilà, donc je suis la génération de ceux qui tombent dedans parce qu'ils n'ont pas prévu. Et aujourd'hui, je trouve des jeunes qui veulent être entrepreneurs parce que c'est sexy. C'est un petit peu ça, on parlait de gens entrepreneurs et qu'en effet, entrepreneur parce que entrepreneur c'est le truc à faire, c'est le truc sympa et autres. C'est cool. C'est cool et c'est branché. Mais en fait, entrepreneur c'est un véritable pari, c'est un cauchemar, on se lève et on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on le réalise. Et quoi qu'il arrive, la solution, que les choses se fassent pas, dépend de nous-mêmes. Et voilà, on est souvent livré à soi-même. Que ce soit parce qu'en effet, le financement n'accompagne pas, que ce soit parce que les marchés n'accompagnent pas, que ce soit parce que les gens qui sont supposés vous accompagner, les employés ne comprennent pas votre vision, ou bien ils ont d'autres intérêts, ou ne sont pas assez bien équipés, ou vous ne les avez pas assez bien choisis. Voilà quoi, c'est un grand monde dans lequel on vit seul, dans lequel on a une grosse vision, dans lequel voilà,
lorsqu'on arrive à le réaliser, tout est possible. Il faudra l'idée pour que tout soit plus précis. Déjà, ce que vous avez dit à la fin, moi j'ai beaucoup adoré, qu'on veut arriver, tout est possible. Est-ce qu'on peut applaudir pour le suivant? Alors, ce soir pour vous, je voudrais juste vous dire que nous sommes pour habiter le monde sans le dénaturer, pour peupler la terre sans la piétiner, multiplier, éterniser le cœur de l'Afrique, multiplier car l'amour est mathématique. D'où viens-tu? Origine, trace, racine, source. Nous sommes venus, nous avons rêvé, nous avons trouvé, nous avons prouvé, nous allons crever. Mais nous allons rester. Nos descendants vont rester longtemps ici. Na, miyebi, nayebi, esidani, nauta, je me connais, je sais d'où je suis venu. Nauta, likolo, monako, bikanamokili. Je suis venu d'en haut pour habiter le monde, pour habiller le monde, de rivières de mes sourires, de montagnes de mes souvenirs, de mon courage lancé vers l'avenir. Tourbillon dans le fleuve, des remous de pensée, remous de mémoire, fleuve Congo, ondes et lumière. Questionner le fleuve. Le fleuve, c'est tout. Le fleuve est notre sang. Il montre à nos émotions la porte de l'horizon. Le fleuve est notre mémoire, tatouée de rêves de nos aïeux. Lumière qui échappe aux adieux. Le fleuve est notre grand sage. Le temps ne passe pas sur le fleuve car son soleil, c'est de l'or qui danse. Le fleuve est notre grand sage. Celui qui ne se fatigue pas de nous parler par amour, mais nous oublions souvent de l'écouter, par amour pour la folie, par habitude de la peur. Nous oublions souvent que nous sommes venus d'en haut pour habiter le Congo. On jouait sa terre, poétisait ses parcelles avec des nuages d'arc-en-ciel. Terre multicolore, terre lumière, terre piment, terre vie, terre mer. Nous sommes venus d'en haut pour boire dans ces eaux, secouer les entrailles du fleuve Congo. Ô fleuve, abreuve-nous de tes secrets, délivre-nous de regrets que l'ignorance a semés, livre-nous nos vrais reflets. Toi qui sais tout ce qui a été, avant que le chaos ne puisse nous enlacer. Être de marbre comme la lune. Ne jamais donner du repos au cerveau. Ce qu'on n'efface pas, malgré le lavage de cerveau. Nous sommes venus. Nous avons conclu, nous avons vécu, nous avons perdu la liberté d'être avec nos propres mots. Le sort nous a unis. Nous sommes venus, cassures, blessures, lignes brisées, rafistonnés. Nous sommes venus. Foi populaire, croyance populaire, victoire populaire, riche de nos deux cultures, celle dans l'âme et celle dans le cœur, reconquête de cerveau. Nous recollons les récits. Salut sur nos descendants, enfants du fleuve, ondes et lumière, nous sommes. Merci. En fait, les vraies aspirations. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui rêve d'une Range Rover, mais il est derrière l'entrepreneuriat pour avoir la Range Rover. Donc, le test de l'argent révèle exactement ce que nous voulons faire avec cet argent qu'on veut gagner dans l'entrepreneuriat. Je donne mon exemple, j'ai tenté de faire de l'entrepreneuriat. Étudiant que j'étais, j'ai vendu de l'huile de palme, j'ai vendu du pétrole, je vais le dire en lingala, les King Molo Molo. J'habitais en Mobutu, j'ai allé vendre ça à Machocho, ceux qui connaissent un peu mon Bafou, la Mobutu. C'était pas pour
vivre, c'était simplement pour avoir un peu d'argent et aller dans un concert. Imaginez-vous l'objectif que j'avais. Mes parents n'étaient pas si nantis que ça, mais à la limite, je n'avais peut-être pas besoin de le faire parce que je mangeais à la maison. Mais j'avais besoin de ça parce que je voulais être indépendant. C'était indépendant. J'ai vendu de l'huile qu'on appelle le SAE 40, de l'huile moteur. Je suis monté sur un camion pour aller au Congo central et aller l'acheter. J'ai acheté du poisson fumé. Je suis allé jusqu'à Soyo. Quand j'arrive pour acheter de l'huile de palme quelque part, je ne vais pas citer la contrée, il était difficile pour moi d'acheter cette huile-là parce qu'il fallait le vendre aux autochtones. Vous voyez de quoi je parle et on a dû contourner la situation. C'est ça aussi les défis dans l'entrepreneuriat. On ne vous donne pas accès au marché. Ce n'est pas simplement l'accès à l'argent. Ce n'est pas simplement l'accès au financement. C'est une réalité qui existe jusqu'aujourd'hui. Et ensuite, marié à une seule femme, je n'ai pas la prétention d'avoir une deuxième, j'ai fait encore une aventure dans l'entrepreneuriat. Je me dis que je devais ouvrir une pharmacie quelque part. Delvaux cette fois-là. Ceux qui connaissent un peu Delvaux, il y a deux voies. Il y a une voie qui, quand on descend de Lupin, on va en ville, et une autre voie, on vient de la ville, on va vers Lupin. Alors je commets la meilleure des aventures d'ouvrir la pharmacie dans la voie gauche, quand je viens de la ville. Ça veut dire, quand on est en train de descendre de Lupin vers la ville, c'est là que je trouve la pharmacie. J'étais heureux parce que je réalisais quelque chose, et je l'ai fait à l'insu de mon épouse, je voudrais surprendre. Et je termine. Je dis, viens, on va aller voir quelque chose que j'ai fait. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Et quand elle vient me dire, quand est-ce que tu as fait ça? J'ai dit, non, je voulais te surprendre. Alors je pensais qu'elle allait discuter avec moi en disant, qu'est-ce que tu as fait de l'argent et comme ça. Elle me dit juste une chose, tu ne vas pas faire 6 mois. Je dis, est-ce que c'est parce que je t'en ai pas parlé? Elle me dit, non. Tu es allé sur une voie sur laquelle les gens ne s'arrêtent pas. Parce qu'en fait, quand les gens descendent de Lupin pour aller en ville, ils ne vont pas acheter le médicament là. Ils vont l'acheter au centre-ville. Et d'ailleurs, ils vont l'acheter au dépôt pharmaceutique derrière commerce. Et en rentrant, ils ne vont pas s'arrêter pour acheter chez toi parce qu'ils doivent garer le véhicule. Et donc, ils vont l'acheter à l'aile droite. Donc, quelle est la personne qui va aller acheter chez toi alors qu'il est en train de rentrer chez lui à la maison et il est fatigué? C'est de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, cher Mike, chère Linda, chers tous, honneur à Dieu Tout-Puissant. C'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole dans cette cérémonie de sortie officielle de la 10e édition d'Ici et Ailleurs. Boost, axé sur les défis et les opportunités d'investir et entreprendre en RDC. Une édition spéciale dans laquelle l'ANAPI, et j'insiste, l'ANAPI est quand même mise en honneur, et que j'ai simplement la charge de diriger aujourd'hui, et que nous avons accepté que nous puissions être insérés. Qu'il me soit permis de témoigner l'expression de mes hommages les plus déférents au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la question en rapport avec l'assainissement du climat des affaires et de la promotion des investissements l'un des piliers fondamentaux de son programme quinquennal de développement. Ma très haute considération est aussi exprimée à l'endroit du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui s'aligne au programme d'action du président de la République et qui a fait de la question de la promotion des investissements, mais surtout de l'assainissement du climat des affaires, son cheval de bataille. Il a encore affirmé ça aujourd'hui à la conférence risque pays que nous avions eue et il a martelé là-dessus. Mes remerciements s'adressent enfin à vous, entrepreneurs, chers collègues de l'ANAPI, à vous qui êtes ici, distingués invités, qui avez fait montre de patience par votre présence, mais surtout d'une certaine volonté vis-à-vis de nos différentes institutions, et je vous remercie amplement et dignement. Pour attirer et retenir les investissements privés qui contribueront à soutenir la croissance, créer des emplois, favoriser un développement inclusif, la RDC a entrepris une politique de réforme, parce qu'on a parlé du climat des affaires, structurelle qui a permis le rétablissement des équilibres macroéconomiques et libéralisation de l'économie. Permettez que j'utilise ces petits gros mots, mais c'est important pour les opérateurs économiques et les investisseurs. Entre 2011 et 2016, la RDC a mené des politiques macroéconomiques crédibles, qui ont été caractérisées par des taux de croissance élevés, frôlant une croissance à 2 chiffres, soit 9,5% en 2014. En effet, la croissance du PIB réel s'est accélérée pour atteindre un rythme moyen annuel de 7,5%
sur la période 2010-2015 qui dépassait la moyenne de l'Afrique subsaharienne de 3 points de pourcentage. Pascal, tu t'en souviendras, nous avons été dans le même bateau ensemble à l'époque. Cependant, des turbulences extérieures liées à la baisse des prix de matières premières, l'exportation par le pays, le ralentissement économique mondial ainsi que le resserrement des conditions financières liées à la crise de 2015 ont fortement pesé quand même sur les activités économiques du pays et qui a vu le niveau de sa croissance économique ralentir dès 2016, passant de 9,5% en 2014 à 2,4% en 2016, puis 4,4% à fin 2019, jusqu'à atteindre 1,7% en 2020. Ça, c'est Covid qui nous a traversés et accentué véritablement par cette mauvaise pandémie. Malgré les séquelles économiques de la pandémie à coronavirus 2019 et les conséquences du conflit russo-ukrainien, le cadre macroéconomique congolais est resté, j'allais dire, relativement stable. On est quand même une économie résiliente. L'estimation actualisée de la croissance pour 2022 sur la base de la réalisation de la production au premier trimestre montre qu'elle atteindrait 7,1% contre 6,1% initialement prévu pour permettre à ce que nous puissions avoir une assise importante pour l'entrepreneuriat. Nous pouvons donc voir à travers cette croissance qui est essentiellement tirée par le dynamisme de l'activité du secteur minier, des soubresauts du développement du secteur agricole et de l'immobilier. Et aujourd'hui, on est en train de voir quand même une petite industrie sortir grâce à l'entrepreneuriat qui se met en place. Des tendances qui sont de plus en plus confirmées par les agences de notation internationales. En juin dernier, il est important que nous puissions le savoir, la RDC a obtenu sa première notation financière souveraine auprès de l'agence de notation Bloomsfield Investment Corporation, et du reste aujourd'hui qui a été co-organisateur avec le ministère des Finances. Et cette dernière avait à l'occasion présenté les résultats de ses analyses qui avaient permis à la RDC de se doter des notations en monnaie locale. Il s'agit de la note BBB ou triple B, note d'investissement. C'est important de le noter. Avec une perspective stable à long terme, et la note A2, note d'investissement, avec une perspective stable à court terme. Moody's aussi, qui est une autre agence de notation, qui en octobre 2021 a changé la notation de la RDC de CAA1, perspective stable, à CAA1, perspective positive, en vue d'un éventuel rehaussement de la notation. Pourquoi je le mentionne? Opérateur économique que vous êtes, entrepreneur que vous êtes, vous devez normalement entrer dans un contrat avec des grands opérateurs économiques. Quelle monnaie vous contractez? Et ça, c'est un élément important. Nous avons connu à un moment une hyperinflation, une grosse hyperinflation. Je parle de ces vieux qui ont connu 1000%, où on avait une grosse valise d'argent qui ne représentait en fait rien du tout. Rien du tout. Et donc, on veut réduire l'inflation à une moyenne de 11,7% sur la période 2021-2022, avec un ratio. Encore une fois, permettez-moi de donner ces éléments de la dette versus PIB de 21,2%, soit 10 175 milliards de dollars, et la RDC fait aujourd'hui partie des pays les moins endettés. C'est un choix, c'est une politique, et il y a plusieurs écoles là-dedans. Et je peux vous assurer que je suis d'une des écoles. Un vent nouveau souffle quand même, véritablement sur la RDC. Un vent nouveau souffle. J'ai aimé ce que Mianda a dit tout à l'heure. À une époque, les CV n'étaient pas aussi déposés, mais ce déco existe aujourd'hui. Ici et ailleurs existe. Bon, moi je suis ici, je ne vais pas être ailleurs et ici, donc voilà. Aujourd'hui, on peut déposer des CV. Aujourd'hui, nous avons un ADEC. Aujourd'hui, nous avons quand même le concept start-up qui est beaucoup plus en vogue. Aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a un écosystème des entrepreneurs. Aujourd'hui, un entrepreneur, lorsqu'il fait une vidéo TikTok, il fait fléchir les décisions des politiciens et même des décideurs. Et ça, c'est une force qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'on s'en rend compte? Et donc, je disais, autrefois mis au banc de la communauté internationale, le pays est redevenu fréquentable. À la faveur de l'alternance politique, il faut le dire, pacifique, intervenue à la tête du pays en 2019, à l'image de la récente visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ou encore celle plutôt du président Erdogan, qui s'est soldée avec la signature de plusieurs accords dans différents domaines, économie, sécurité, commerce, et j'en passe. Donc aujourd'hui, Kinshasa vit quand même un théâtre de certaines visites diplomatiques qui fait en sorte que la RDC est redevenue, je dis bien, fréquentable, tant au niveau africain, au niveau sous-régional africain et au niveau mondial. Mieux, la RDC se présente aujourd'hui comme
un pays solution sur les questions climatiques. Je pense que ce n'est pas simplement un slogan. Les tourbières sont vraies. Et ça, c'est vrai. On les a ici. Et le tourisme peut nous donner ces différents éléments. Et je pense qu'on peut avoir des entrepreneurs dans le secteur touristique. La transition mondiale vers les énergies vertes a stimulé la demande des véhicules électriques et les investissements dans les systèmes de stockage, alimentés par des batteries, grâce à sa dotation de ressources naturelles, notamment en minerais stratégiques, qui entrent dans la composition des batteries lithium-ion. La RDC se positionne comme la destination la plus compétitive du monde pour installer des usines de fabrication de ces batteries et entend impulser le développement d'une chaîne de valeur régionale autour des véhicules électriques et énergie propre. En termes simples, on va fabriquer des véhicules dans notre pays et ce sera made in RDC. C'est en termes simples, à cause du lithium. C'est ça en fait qu'on est en train de dire. La Conférence des Nations Unies du commerce et le développement, CNUSED, a publié le 9 juin dernier dans son rapport annuel sur les investissements directs étrangers dans le monde, et il dit ceci, que la RDC est un pays dans lequel il faut venir investir. Ça fait partie des top 10 dans les pays dans lesquels les IDE sont en train de venir. En d'autres termes, ça veut dire que les gens viennent pour prendre la place, la part du marché que nous avons dans notre pays. Et donc, opérateur économique que vous êtes, entrepreneur que vous êtes, sachez que la concurrence, elle est là. Elle est présente. Je vais vous le dire, ça va peut-être vous vexer, ce n'est pas parce que vous êtes Congolais, ou que je suis Congolais comme vous, que les autres opérateurs vont cesser de venir. Ils feront le commerce et ils seront en concurrence avec vous, malgré le fait qu'il va y avoir de loi sur le local contact. C'est important de le savoir. Le plus important, quel est votre standard, quelle est votre qualité et quel est aujourd'hui votre sérieux. Le flux des IDE à destination de l'Afrique ont principalement concerné un nombre réduit des pays, dont la RDC. Et elle a été classée parmi les 10 premiers bénéficiaires avec un flux estimé à 1,87 milliard en 2021, qui représente une hausse de 13,33% par rapport à l'année précédente. C'est quasi inédit. Et l'édition de Africa CEO, qui a d'ailleurs été corroborée par le cabinet Deloitte, a placé la RDC dans ce top 10 des pays africains les plus attractifs, et ça n'a pas encore changé jusque maintenant. Je pense que dans le ranking, on va évoluer de plus en plus. Ce sont donc là des signaux d'attractivité du pays, ou encore moins dans le monde, lorsque nous regardons un tout petit peu ce que les décideurs économiques mondiaux sont en train de prendre comme option pour venir. Je peux vous assurer, il m'arrive de circuler dans quelques pays, il ne se passe pas un seul forum si on ne parle pas de la RDC, peu importe le sujet. On peut parler, je ne sais pas quoi, de l'Ukraine, et puis à un certain moment on va dire, est-ce qu'on a quand même regardé la RDC? On parle de la RDC partout, sur le tourisme, sur l'économie, sur le climat, sur l'environnement, sur la jeunesse de la RDC, sur la démographie. Et ça, nous devons véritablement le savoir. Ce sont là les signaux, donc je disais, de l'attractivité de la RDC. On ne fait pas, en effet, progresser ces investissements sans qu'aient été remplis un certain nombre de conditions. Il faut maintenant que j'en parle pour que mon discours soit aussi crédible. Meilleure gouvernance, anticipation d'une croissance soutenable, donc je parle d'une prévisibilité, les initiés le comprennent, une meilleure qualité des facteurs de production, un rendement plus élevé du capital, la faculté de rapatrier ses profits. Tous ces progrès et ces réformes réalisées depuis quelques années sont d'une certaine manière avérés et authentifiés par le flux de fonds qui viennent de créer en RDC. Ce regain d'intérêt des investissements en RDC s'explique principalement par, on doit le dire, une stabilité politique, juridique, une stabilité sociale quand même, que nous connaissons depuis la transition pacifique, je parle de 2019, mais surtout par des fortes perspectives de rentabilité du pays. Nous avons vu que notre budget est arrivé à 14 milliards. Je peux vous assurer que dans les 2 ans, si on maintient le rythme, on va doubler ce budget. On va le doubler. Je suis passé au budget, je connais quelques indicateurs et je peux vous assurer qu'on est en train d'aller vers là. La RDC est un marché prometteur pour les investisseurs en raison de sa position géostratégique au cœur du continent et de sa démographie avantageuse, ouvrant l'accès à un marché de plus de 250 millions de consommateurs avec ses 9 pays voisins. Une jeunesse qui est en fait à revendre, un peu plus de 67%, 68% et relativement jeune. Je parle de la tranche de 17 à 35 ans pratiquement, si on considère que c'est jeune. Outre la composante démographique, il y a quand même des ressources naturelles.
Permettez-moi de donner quelques chiffres. 80 millions d'hectares de terres arables. Ça, c'est le côté démographique. Ça, c'est le côté agricole. 100 000 mégawatts, c'est l'électricité, même si on a 2,5% qu'on utilise simplement. Et il est possible qu'ici, il y ait des gens qui n'ont pas d'électricité chez eux. C'est possible, mais on a quand même ce potentiel. Qu'est-ce que nous avons encore? La RDC aujourd'hui est entrée dans une phase de mutation, axée sur sa diversification de son économie. Cette dynamique de redressement économique s'appuie sur la volonté de rétablir les bases d'une économie moderne dont les rouages administratifs sont bien structurés, où la gouvernance est la règle. Je vais parler du programme de 145 territoires qui est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises. Je nous demande, PME, start-up, jeunes entrepreneurs, battons-nous pour gagner les marchés des 145 territoires. Il y a de la place pour tout le monde. Cela part premièrement du fait que l'amélioration du climat des affaires est l'un des piliers fondamentaux de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons donc, par ce fait qui est sa vision, un cabinet qui a été créé, que dis-je, une cellule qui a été créée en son sein et un conseil présidentiel de veille stratégique qui est aussi en son sein, afin de suivre personnellement les différents engagements pris et s'assurer de la mise en œuvre des réformes programmées. Donc le chef de l'État s'est érigé lui-même en champion du climat des affaires. Et les assignations sont données, et une revue de ces assignations sont données au niveau du Conseil des ministres. J'ai suivi quelques gouvernements depuis aujourd'hui 15-20 années. On n'a jamais vu un conseil de ministres où on était en train de demander à un ministre « Qu'avez-vous fait dans votre secteur et qu'attendez-vous pour le faire ?» On vient de vivre ça. S'agissant des réformes mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires, nous pouvons donc citer. Je sais que vous allez crier, est-ce qu'elle est là la DGA, mais bon, du guichet unique. Il y a quand même le guichet unique de création d'entreprise. Ça existe, malgré tout ce que nous pouvons avoir. Mais le guichet unique de création d'entreprise existe. Libéralisation du secteur des assurances, de l'électricité, des hydrocarbures, du tourisme. Adoption et promulgation de la loi sur le partenariat public-privé. Nous avons aussi la loi sur la sous-traitance. Nous avons aussi la loi qui fixe les régimes de zones économiques spéciales. Nous avons le guichet unique intégral du commerce extérieur. Nous avons le guichet unique de déclaration des paiements des impôts, cotisations sociales, contributions patronales. Nous avons l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Nous avons le code des investissements, la loi sur la concurrence et la libre fixation des prix. Nous avons la création des tribunaux de commerce. Nous avons plusieurs accords, dont ceux qui nous mettent dans la zone de libre-échange économique. Et nous avons aussi notre accès à East African Community, qui sont des avancées, mais qui ont aussi des challenges. J'en suis conscient. Comme perspective, le pays ambitionne de mettre en place différentes réformes. La loi sur le numérique, nous pensons que ça va arriver à la fin de l'année. La loi sur le commerce et les échanges électroniques, qui est déjà en train de se mettre en place. Différentes téléprocédures, numérisation du cadastre foncier, la révision de la loi agricole qui se met en place, un nouveau code de l'urbanisme et de construction, et nous aurons aussi la dématérialisation complète du processus de création d'entreprise. J'ai cité la loi sur l'entrepreneuriat qui aujourd'hui n'est plus une fiction parce qu'elle a été promulguée. Je vous demande de parcourir cette loi, entrepreneur, parce que c'est véritablement un Eldorado. À l'initiative et à la coordination de plusieurs réformes fondamentales dans les domaines fiscal, juridique et institutionnel, dont quelques-unes ont été mentionnées, l'ANAPI célèbre cette année ses 20 ans. 20 ans qui nourrissent l'ambition quand même de se muer demain en agence de promotion et de développement des investissements. Je suis heureux que je vois Onoya dedans. On avait parlé avec lui, mais je peux vous dire que c'est une idée que nous nourrissons depuis le début de l'année. Et donc, on va bien avancer là-dessus. Nous voulons nous arrêter, ne pas seulement faire la promotion, mais développer aussi des investissements et finalement être un acteur non seulement de promotion, mais aussi de création de richesses derrière. Organes, conseil du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, nous avons pour mission l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements publics et privés, mais aussi de recevoir et d'analyser des projets d'investissement agréés au cours des investissements, donner des avis sur des lois, on en fait, des projets d'arrêtés, faire des propositions des lois, faire des propositions d'ordonnances, faire des propositions d'arrêtés. Et c'est ce que nous faisons aussi, nous émettons des avis à plusieurs égards. Permettez qu'on parle quand même de l'ANAPI. L'agence a été primée comme 3e meilleure agence de promotion de l'Afrique en cette année, en 2022, à Dubaï, à l'occasion de la 11e édition de l'Annual Investment Meeting en 2022. Et l'ANAPI exerce par ailleurs aujourd'hui, au travers de la direction générale de l'ANAPI,
la présidence du réseau international des agences francophones des promotions des investissements. Loin des caricatures, longtemps véhiculées au sujet de notre pays, je pense quand même que ces distinctions sont, je veux le dire ainsi, quand même à mes yeux la preuve que le Congolais ou les Congolais sont capables. Quand je vois Tissia, quand je vois le café qu'elle produit, quand je vois Alain Yave, quand je vois Madame qui vient de passer, quand je vois Manik Silas, quand je vois Rigaud, quand je vois un certain nombre d'opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs, je peux nous dire que l'esprit entrepreneurial est là, je peux nous dire que les entrepreneurs sont là, je peux nous dire que la possibilité est là. Et donc, le Congolais a donc des capacités d'excellence. Je rêve du jour où lorsqu'on présentera le passeport congolais et que dans tous les aéroports qu'il y a un respect mérité, à la limite un tapis rouge. Créé en mars. Je peux vous dire que je vis les mêmes affres que vous, même quand j'ai mon passeport de service. Même quand j'ai le passeport de service, c'est assez compliqué dès l'instant où il est marqué République démocratique du Congo. Mais ça va changer, et c'est en train de changer. Créé en mars 2014 dans la dynamique du renforcement de la francophonie économique, je parlais du RIAFPI cette fois-là, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements est une plateforme de coopération et de solidarité entre agences de promotion des investissements francophones, un cadre d'échange des meilleures pratiques en matière de promotion des investissements. Actuellement, nous avons 18 agences qui sont membres. Je ne vais pas tous les citer. La dernière en date, c'est Haïti qui vient d'entrer. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du RIAFPI, ce sera une occasion pour que les petites et moyennes entreprises accèdent à certains financements que nous sommes en train de rechercher et aussi à certains centres d'excellence dans lesquels on enverra des entrepreneurs pour aller être formés. Mesdames et messieurs, dresser un tableau aussi positif de notre pays ou même des réalisations de l'ANAPI n'équivaut pas à occulter les défis auxquels nous sommes encore confrontés au quotidien. Cependant, et surtout quand il s'agit de la RDC, mon pays, j'ai fait le choix conscient, délibéré, et je ne changerai pas. Moi aussi d'ailleurs, comme M. Kalama, de toujours voir le verre à moitié plein et non l'inverse. Peu importe les circonstances. Je pense que devant un défi, il y a toujours une opportunité. Bien que redevenu attractif, mon pays, notre pays, n'enregistre pas encore un volume important, massif des investissements. Et d'ailleurs, les défis que les entrepreneurs vous rencontrent. Aujourd'hui, je pense que Tissia a essayé d'en parler, mais bon, il est important que nous puissions nous dire qu'il y a encore des gros défis. Donc nous sommes en droit d'espérer. Tenez, à titre d'illustration, au cours de la période de 2017 à 2021, l'ANAPI n'a enregistré que 338 projets, uniquement. Et pourtant, avec différents projets, on aurait pu avoir un peu plus de 10 000 projets, aux avantages de des investissements. Avec un volume d'investissement de 3,98 milliards de dollars américains, et 2017 a été l'année la moins prolifique avec 57 projets. Et Covid est venu tout faire tomber et on a essayé de nous relever. En 2019, on a enregistré un volume de 1,28 milliard avec 5 972 emplois potentiels simplement, directs. Et les emplois indirects, c'est à peu près 15 000 ou 17 000. Les politiques mises en place sur le plan national avec les effets celles découlant de l'environnement international ont permis quand même d'atténuer les impacts négatifs de la crise sanitaire sur l'économie congolaise en 2020 et en second lieu de relancer l'économie par ricochet, l'attractivité des investissements. Mais le problème, c'est l'homme. Globalement, je parle de l'entrepreneur, je parle de l'agent économique, je parle de l'agent administratif, je parle du politique, je parle du mandataire, je parle de celui qui est comme roulage, je parle du policier, je parle du militaire. Les lois sont là, elles existent, elles sont bonnes, elles sont même très bonnes. Mais le problème, c'est l'homme. Je nous mets un défi lorsque vous êtes pressé et que vous devez arriver au centre-ville, vous habitez peut-être Bandal. Quel est celui d'entre vous qui respecte une seule bande? Je parle de l'entrepreneur. Le problème, c'est l'homme. Sur le plan du climat des affaires, dans de nombreux domaines, la mise en œuvre effective de réformes piétine, malgré d'importants efforts consentis. C'est-à-dire que le chantier est très vaste. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je regarde Roch et Roch me regarde. On ne va pas s'arrêter. On va continuer. Un défi majeur. C'est dans un ordre pratique. Le premier défi des investissements, du développement des investissements en RDC, on appelle
je le qualifie de défi informationnel. Il est difficile que nous voyions les investissements se développer lorsque les investisseurs ne peuvent pas avoir l'information en quantité et en qualité voulue. Vous voyez? Et ça, c'est un livre. C'est comme ça que nous plaidons, naturellement. J'ai aimé que ce soit, nous venons juste au fait, porter la voix un peu plus haut de ce que l'ANAPI dit déjà, c'est-à-dire, il y a une réforme importante de l'ANAPI qui est une réforme importante pour résoudre ce problème. Je donne une anecdote. Je viens avec un investisseur des États-Unis une année, on voit le ministre du Plan, donc la tutelle de l'ANAPI, qui me dit, voilà, nous avons notre brochure de l'ANAPI où il y a des projets. Je lui dis oui, justement, parce que nous, en tant que consultant d'investissement, la documentation de l'ANAPI, c'est notre boussole. Dans cette documentation, il y avait un projet dans l'énergie où on a dit qu'il y avait des études. Sur le champ, il appelle le ministre de l'énergie, il dit je vous amène un investisseur et tout, il est intéressé par un projet. Les heures qui suivent, on est chez le ministre de l'énergie. Le ministre de l'énergie nous reçoit, il rassemble ses conseillers en pointe, le document de l'ANAPI, puis on cherche. Non, il n'y a pas d'études. On cherche bien, on dit il y a un conseiller du gouvernement passé qui a ça chez lui à la maison. Alors, ok, on laisse dire, il n'y a pas de problème. On pointe un autre projet, on change. De toute façon, moi, c'est le Congo, c'est l'énergie. Un autre projet, l'ANAPI dit qu'il y a des études. Il n'y en a pas. Et du coup, on est ridicule. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a rien fait. Ça, nous appelons le défi informationnel. Et on peut se poser la question, à qui la faute? C'est à ce niveau-là que nous parlons de la réforme de l'ANAPI, parce que lorsqu'on a seulement le côté promotion, promotion est un concept marketing, un marketeur est content à partir du moment où il a amélioré l'image, n'est-ce pas? Où on parle d'un produit dans un milieu donné, le marketeur a réussi son affaire. Mais nous disons que nous devons passer au concept de développement, parce que le développement est un concept plutôt commercial qui est lié à la concrétisation des projets. Un commercial est payé sur base des contrats qu'il ramène. L'ANAPI dira, ces informations-là, c'est tel ministère qui me l'a donné. N'est-ce pas? Et elle a raison. Mais est-elle responsable de la suite? Elle ne l'est pas. Et ça, je vous dis, dans mes 10 ans de carrière, j'en ai plusieurs. N'est-ce pas? Et nous disons que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc le défi informationnel, le gouvernement doit mettre de l'argent pour apporter l'information. C'est ça qui va permettre de passer de la volonté d'investir à investir réellement. Il se pose généralement ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. Pour qu'un investisseur passe de l'intention à l'acte, il a une sorte de checklist. Il faut qu'il ait au moins, par exemple, 8 sur 10 pour qu'il passe à l'acte. Et entre autres, ce sont des informations en quantité et en qualité suffisante. Et à partir du moment où on donne à l'ANAPI une liste de projets pour laquelle on ne lui donne pas les moyens, il n'y a pas les études nécessaires, eh bien, on va les attendre longtemps, ces investisseurs. Et je parle par expérience. Le deuxième défi que nous avons constaté, c'est le défi du secteur bancaire congolais. Il est difficile de nos jours de pouvoir bouger de l'argent en cash. C'est difficile. 100 millions, 200 millions, 300 millions. On est un pays qui manque de tout. Mais il est beaucoup plus facile de manipuler les instruments bancaires. Mais la question ici est, si un investisseur décide d'investir, mais plutôt sa manière d'amener de l'argent en RDC, c'est à travers des instruments. Est-ce que notre secteur bancaire est à même de pouvoir accepter ce mode de financement, ce mode de mouvement d'argent? On se rendra compte que l'aide de crédit, moi, ma mère est dans le business depuis, je me rappelle, on parlait de crédit documentaire et tout ça, ça c'était à l'époque de Mobutu, mais je ne sais pas si ces choses existent encore. Et moi, de la pratique, je constate, à travers mes partenaires, à travers les investisseurs, que lorsque vous avez par exemple une SPLC à monétiser ici de 100 millions, eh bien, celui qui sait comment on fait, j'aimerais bien qu'il me dise comment. Donc,
le secteur bancaire, les instruments bancaires, les instruments financiers, je ne sais pas, peut-être qu'on est à 10% ou 20% des instruments financiers utilisés à travers le monde. Donc si le secteur bancaire n'évolue pas, alors, eh bien, il sera toujours difficile que l'argent arrive à notre pays, dans notre pays. Ça, c'est un autre frein aux investissements. Je me rappelle, nous avions eu un cas comme ça, on était contents, on a tout fait avec l'investisseur, mais il a dit, il va amener de l'argent à travers des instruments. Et on a commencé à se balader dans les banques ici pour savoir quelle était la banque qui pouvait nous aider à monétiser. Et bien, le contrat était mort. Pendant que j'ai des collègues en Ouganda, en Tanzanie, au Ghana, où ce mode de financement est possible. Et la conséquence, c'est que cet investisseur a réalisé ce projet au Kenya, avec ce mode de financement à travers les instruments bancaires. Donc ça, c'est le défi du secteur bancaire congolais. Si nous n'améliorons pas le secteur bancaire congolais, eh bien, c'est difficile. On a des banques avec une capitalisation de moins de 50 millions de dollars. C'est compliqué. Et bref, c'est ça. Troisième élément, c'est le troisième défi qui est le défi des investisseurs locaux. Il y a une théorie en économie qui dit que les investissements directs étrangers se développent beaucoup plus facilement là où dans les pays il existe une classe des investisseurs locaux. C'est-à-dire, les investissements directs étrangers doivent venir s'appuyer sur un matelas qui existe. Et tant que l'on force, je dis bien on force, l'ANAPI à regarder simplement de l'extérieur, eh bien, l'équation est en réalité une inéquation. Et cette égalité recherchée, on ne l'aura pas. Il est très important que la classe des investisseurs locaux soit développée. Et à ce niveau, je veux bien fixer les termes. Il y a une nuance entre entrepreneuriat et investissement. L'entrepreneuriat est un concept économique qui a pour finalité la création de richesses, la création des emplois. Et l'investissement, a priori, est un terme financier qui vise à fructifier un fonds que l'on a. Cela signifie que les entrepreneurs, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde doit investir. Je donne un exemple. Un retraité qui a 100 millions, pas 100 millions, 100 000 $ ou 50 000 $ de décompte final. Quelles sont les options d'investissement qu'il a au-delà de construire une maison ou d'acheter? La RDC doit mettre en place des mécanismes pour permettre de démontrer à cette personne, voilà, si tu as 50, si tu as 100 millions, si tu as 50 000, 20 000, 30 000, quelles sont les possibilités de fructifier cet argent que tu as? Et en économie, il y a un grand problème aussi, c'est l'équation, n'est-ce pas, entre ceux qui ont besoin de quelque chose et ceux qui en ont. On dit qu'il y a plus de 10 milliards de dollars qui est thésaurisé. Ça signifie que qui circule entre les mains des gens, qui n'est pas dans le circuit bancaire. Tel à 50 000 chez lui à la maison, l'autre à 100 000, l'autre à 200 000. Il n'a aucune motivation pour l'injecter dans le secteur bancaire. Les sociétés de placement devraient exister afin que les gens puissent avoir d'autres options d'investissement. Mais je ne vais pas m'appesantir dans ça, je vais chuter en disant qu'il y a une arme, j'appelle cela une arme, que l'État congolais n'utilise pas bien, c'est le FPI. Le fonds de promotion pour l'investissement me donne toujours des larmes aux yeux. Merci. Et c'est parce qu'en fait, j'ai dit investissement parce que la proposition est que le FPI soit transformé en une banque d'investissement pour le développement de l'industrie. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, le FPI peut récolter un minimum de 10 millions de dollars le mois. Mais que fait le FPI? Comme une maman, il va avoir un projet à 500 000, un projet à 2 millions, un projet à 3 millions. C'est un gaspillage. Nous devons, au niveau déjà gouvernemental, intégrer la finance internationale. Avec 10 millions de dollars mensuels, le FPI doit être à même de financer annuellement un minimum d'1 milliard de dollars de projets. Et ce milliard de dollars, à travers l'utilisation de l'effet de levier. On compte par jour, à travers la finance internationale, plus de 1000 milliards de dollars qui circulent et qui cherchent où est-ce qu'on peut absorber. Mais avec 10 millions que l'on a mensuellement, on a la capacité de
pouvoir absorber 100 à 200 millions minimum le mois. Professeur Onoya, on Merci sent vraiment beaucoup. que c'est la touche magistrale qui a littéralement pris le réflexe. Merci. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excusez-moi, ce sont des choses qui, à la fois avec l'esprit nationaliste, nous choquent, n'est-ce pas? Lorsque l'on a des collègues ghanéens, nigérians, disons des pays anglo-saxons africains, qui manipulent déjà ces choses, mais chez nous, c'est encore la croix à la bannière. Et nous espérons que nous allons comprendre finalement qu'il est important de pouvoir aller dans la bonne direction pour que les investissements tant attendus puissent se réaliser. Merci encore. Si vous pouvez applaudir pour ces deux interventions, avant que je ne puisse rapidement donner la parole